quelques rappels pour ce deuxième cours de mécanique des fluides, extrêmement rapidement. On avait vu donc la notion de dérivée matérielle particulière. En gros, pour la signification physique, c'est quoi? En fait, c'est la variation de la particule dans tout son mouvement. Cette quantité, on l'avait notée grand D, et donc on avait noté grand D ou petit d, les notations sont valables, donc on avait dit que n'importe quelle quantité, sa variation par rapport au temps, on pouvait l'exprimer comme une variation dans le temps avec par exemple une position fixée, plus sa vitesse scalaire, le gradient de cette quantité. D'accord? Donc ça, c'était la première définition qu'on avait donnée. Et on en avait déduit en rouge une quantité très importante que ce qui était l'accélération d'une particule. C'était quoi? Bah c'était, donc en fait, c'est pris pour phi égale v, tout simplement. Donc on avait petit a qui était égal à dv sur dt, et c'était la dérivée de v par rapport au temps à une position fixée, bah, plus v scalaire, le gradient de v. Donc ça, c'était un premier résultat très important qu'on avait vu la semaine dernière. Le second résultat qu'on avait vu la semaine dernière, c'est le bilan de masse. Donc le bilan de masse, c'était le deuxième résultat qu'on avait vu. Qu'est-ce qu'il dit notre bilan de masse? Eh ben, il dit que la variation de la masse, ça peut s'exprimer comme la variation dans le temps de la masse volumique. Ça c'est, pardon, excusez-moi, je l'ai mal noté, de ρ. La masse volumique, donc ρ, masse volumique, plus la divergence de ρv. Donc, en fait, ça, comment on peut l'exprimer, ce truc-là? On peut aussi l'écrire dρ sur dt. Donc, en gros, ça, c'est la variation de la masse volumique avec le temps, plus, en fait, un flux lié au mouvement des particules. Ça, cette deuxième partie, c'est vraiment le flux lié au mouvement de la particule. C'est son débit, en fait. On peut considérer ça comme un débit volumique. Et cette deuxième partie, on pouvait également l'écrire, donc la dérivée de phi, de ρ, je vais y arriver avec mes ρ, dρ, la composante selon x de la vitesse dx, voilà, plus dρ sur dρ vy sur dρ y, plus dρ vz sur dz. Tout ça pour dire qu'en gros, ça, c'est la variation de la masse volumique avec le temps. Et à côté, vous aviez, le flux, le débit, à la variation de masse, c'est lié à la variation d'un débit. Et c'est très important. Et lorsque l'écoulement est stationnaire, permanent, ça faisait 0 quand c'est stationnaire. Voilà. Donc voilà les deux formules qu'on avait pu utiliser. Ces formules nous avaient permis, par exemple, la semaine dernière, de calculer les temps de vidange d'un réservoir. C'est des applications qui sont très importantes dans le milieu des procédés, pour savoir combien de temps ça met des choses à se vider. Voilà. Donc ça, c'était les rappels. Alors, on m'avait dit la semaine dernière que j'étais un petit peu trop mathématique sur les expressions que je proposais, et c'est vrai que j'avais essayé de donner, hop, voilà, je mets ça comme ça, accepte, voilà. J'avais essayé d'un peu de justifier ces expressions qu'on avait pu voir, et donc c'était pas forcément très physique, voilà. Donc
Je regardais juste le programme. Donc on va passer tout de suite à la première partie. Donc ça c'était les rappels, hein. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie, je dirais, ou la fin de la première partie, sur le bilan d'espèces. Alors le bilan d'espèces c'est quoi? On a vu juste avant le bilan de masse. Le bilan de masse s'applique sur, eh bien, par exemple, de l'air, un gaz. Un gaz est composé de particules, d'accord? Donc, nous, ce qu'on a écrit tout à l'heure, hein, c'était, voilà, on a une grosse masse, une masse d'air, par exemple, de gaz, et nous, on a écrit la variation de la variation de la masse, hein, la variation de la masse avec le temps. Donc, on le réécrit très rapidement, divergence de ρV. Maintenant, en pratique, ce qui se passe, c'est que votre masse, elle est composée de particules, en fait, hein, et ces particules ont des vitesses propres à chacune. Par exemple, lorsqu'on a des particules dans les chambres de combustion, il y a des particules, hein, qui sont plus ou moins lourdes. Par exemple, on a des particules lourdes, bah, elles vont aller lentement. Il y a des particules rapides qui vont aller vite. Et ça, c'est important d'être capable de distinguer ces particules. Le bilan de masse, en fait, c'est une espèce de moyenne de tout ce qui se passe sur les particules. D'accord? Donc en fait, bilan de masse, en gros, c'est la moyenne sur toutes les particules. Ce qui se passe, le problème qui va se poser, c'est par exemple, comment fait-on si on veut traquer, hein, une particule précise, un type de particule précise. Ah, donc un type de particule, par exemple, je sais pas, polluant. Dans l'air, il y a plein de trucs. Dans l'air, il y a de l'azote, il y a de l'oxygène, il y a des polluants. Et moi, je veux traquer les polluants. Alors, je vais pas faire la démonstration parce que elle est, je dirais, un peu fastidieuse, mais on peut montrer que, et moi je vais m'attarder sur la sens de cette, on peut montrer que, pour une espèce petit k, on va montrer, donc on va poser YK qui est en gros le rapport massique. C'est-à-dire qu'on va en fait avoir la masse volumique de l'espèce K sur la masse volumique totale, d'accord? De toutes les espèces. Donc évidemment, hein, si eh bien, l'espèce K représente c'est 50% de la masse totale, eh ben, la fraction volumique sera de 0,5. D'accord? Alors on peut montrer que on a une équation qu'on va pas utiliser dans ce cours-là, mais c'est intéressant je dirais, de la regarder. C'est cette expression-là. Alors je vais expliquer tout ce que ça veut dire, cette expression-là. Et donc ça, c'est le bilan d'espèces. Ça, c'est le bilan d'espèces simplifié, hein, avec une modélisation, mais c'est le bilan d'espèces. C'est pas le bilan d'espèces général. C'est un bilan d'espèces, mais ce n'est pas le bilan d'espèces général. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait qu'on a plusieurs termes qui apparaissent dans cette équation. On va avoir un terme ici, ce truc-là, qui a une espèce de masse, hein. C'est la masse de la particule K, qui va varier dans le temps, qui va être lié à quoi? Qui va être lié
un débit massique de l'espèce K, qui va être lié à ce terme-là qui est en fait une production. Bah oui, évidemment, si l'espèce K elle est produite ou détruite, évidemment ça va influencer sur la masse. Il peut y avoir des réactions chimiques et tout. Et puis un terme ici, un petit peu plus compliqué, qui est en fait lié au mouvement, comment dirais-je, c'est un mouvement des particules lié en gros à la thermodynamique. En gros, c'est ça qui va un peu nous dire quand la particule est lourde, elle va aller plus vite ou moins vite. Voilà, ça, c'est lié à la thermodynamique. C'est un terme qui est un petit peu compliqué celui-là, mais en fait, c'est vraiment lié au mouvement de la particule K, alors que à gauche, hein, le V ici, c'est vraiment le V moyen. Donc là, on a vraiment essayé de décomposer le mouvement de la particule, en fait. On a essayé de le décomposer comme le mouvement moyen plus le mouvement des particules, et c'est ce terme-là qui montre le mouvement des particules. Voilà, ça ressemble hein, à un terme de débit. D, c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion. Et c'est ce terme-là, en fait, alors voilà, j'y reste pas trop longtemps parce que voilà, c'est quand même je dirais, c'est quand même très particulier, mais voilà, en combustion, dans ma thèse, cette loi est fondamentale. En fait, cette expression ici, c'est lié à ce qu'on appelle la loi de Fick. La loi de Fick, elle va nous exprimer en fait la vitesse de diffusion, c'est-à-dire cette vitesse de déplacement des particules, VK. Ça va nous l'exprimer à partir de ce terme-là. Il existe une autre loi plus complexe hein, qui s'appelle la loi de Curtis, je donne juste les noms, hein, Curtis-Hirschfelder, plus complexe. Hein, c'est plus compliqué, c'est plus précis, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et puis vous avez une théorie encore plus générale, hein, où là il y a des coefficients de diffusion qu'on appelle binaires, c'est-à-dire en fait que les particules entre elles vont interagir, et c'est ces coefficients de diffusion binaires, là c'est un coefficient moyen, c'est une moyenne en gros. On simplifie le problème parce que c'est très compliqué. Et voilà, on met un coefficient moyen, mais si on veut aller plus loin, si on veut aller un petit peu plus dans les détails, eh bien, on va utiliser cette loi de Fick. Si on veut pas aller dans les détails, on va utiliser la loi de Fick. Si on va être un petit peu plus fin, on va utiliser la loi de Fick. Voilà, donc c'est vraiment très simplifié. Cette expression, mais ça donne c'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous faites la somme de tous ces bilans sur toutes les espèces, bah, vous allez retomber sur le bilan de masse global, évidemment. Voilà pour cette loi d'espèce, une loi très, comme je dis, très importante. Comme je dis, voilà, c'est la base hein, en combustion, cette loi-là, c'est vraiment une loi très importante. On pourra peut-être revenir sur quelques démonstrations de ma thèse lorsqu'on fera des cours, le cours 48, pardon. Ok. Donc maintenant, on va passer à une partie qui est, ma foi, encore plus importante. Donc on a vu la notion de masse. On a commencé à parler de vitesse, on a commencé à parler de mouvement, mais on va maintenant vraiment s'intéresser à comment une particule bouge. Qu'est-ce que c'est le mouvement d'une particule? Donc ça c'est le chapitre 2 hein, de notre cours. Donc premier chapitre, c'était vraiment introduction, bilan, on pourrait dire, hein, on peut dire c'est chapitre 3. On va parler de mouvement. Parce que, pourquoi on fait ça? Le but du jeu, hein, notre objectif ici, bah, c'est écrire une équation reliant le mouvement du fluide, donc ce qu'on va appeler en fait la cinématique,
c'est une science, hein, la cinématique, euh, euh, aux forces que subisse ce fluide. Ce qui va vraiment donner ici la notion de dynamique. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que nous, le but du jeu, c'est trouver les forces. Par exemple, la propulsion d'une fusée, la pression dans un tuyau. Voilà, ça c'est un peu la philosophie générale. C'est pour ça qu'on veut essayer de trouver les mouvements, parce qu'on veut relier les équations du mouvement du fluide aux forces qui s'exercent, parce qu'on veut connaître les forces. Donc, on va pas rentrer trop, et encore une fois, là, je vais essayer d'être assez rapide là-dessus, parce que s'il y a beaucoup de choses à dire dessus, là, je regarde le timer, 25 minutes, on est très bien. Quels sont les mouvements? Il y a trois grands types de mouvements, en fait, que la particule peut subir. Alors, je vais pas déballer des équations, mais imaginons, on a une petite particule. Alors je vais pas la faire ronde parce que c'est un peu bâtard, je vais la faire comme ça, voilà. Ça c'est une particule. Alors vous inquiétez pas, tout est sur YouTube, hein, on est en train d'enregistrer la vidéo. La particule, elle va par exemple, premier mouvement possible, c'est le mouvement de translation. C'est très facile, c'est-à-dire que à un moment donné la particule elle est là, à un instant t, à une position petit x, puis un petit temps après, elle a la même gueule, hein, la particule, mais elle a bougé. Donc c'est un instant t', position x'. Elle a translaté, elle a bougé, voilà, il y a premier mouvement. Deuxième mouvement possible de la particule, c'est le mouvement de rotation. C'est-à-dire que la particule, elle est là, puis un petit temps après, hein, encore une fois, elle a bougé. Elle a fait une rotation. Voilà, il n'y a pas plus à dire là-dessus, c'est une rotation. Le troisième cas qui est intéressant, c'est la notion de dilatation. Alors la dilatation, c'est quoi? Mettons, on va prendre une particule qui est comme ça, à un instant t, une position x, et il y a un petit temps qui passe, et d'un coup, elle devient comme ça. Instant t', position x', elle a grossi. Elle s'est dilatée, tout simplement. Voilà, il y a pas... Voilà. Et donc, on va pas donner l'expression tout de suite, mais on peut caractériser ces mouvements. D'accord? Alors attendez, je vais essayer de dézoomer un peu. Ces mouvements sont caractérisés par ce qu'on va appeler un taux de déformation. Qu'on va noter DIJ. Ce taux de déformation, c'est soit de la dilatation, soit du cisaillement. Alors le cisaillement, c'est quoi? C'est pas la dilatation, c'est en gros le cisaillement, c'est quand vous avez ça, et votre particule, elle est cisaillée, donc en fait, elle va avoir tendance à faire un truc comme ça. Attendez. Donc en gros, elle était carrée au début, enfin, c'était un rectangle, et en fait, ça va faire un truc un peu comme ça. Donc elle n'a pas fait une rotation, elle s'est vraiment cisaillée.
Voilà, donc ces mouvements, c'est un taux de déformation DIJ qui va caractériser juste en fait la dilatation ou le cisaillement qui est donc cet autre mouvement. Rotation, la rotation, elle est aussi caractérisée par un terme, mais ce terme en fait, on a de la chance, il va pas apparaître à la fin. Les mouvements de rotation vont pas apparaître explicitement à la fin parce qu'en fait les choses vont bien simplifier et on est content, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais pour certaines applications c'est très important, c'est ce qu'on appelle le vecteur oméga et c'est ce qu'on appelle, je vous donne juste le nom, le vecteur tourbillon. Ce qui est très important, ce vecteur tourbillon, dans des écoulements où il y a des tourbillons, des choses qui se passent. Voilà. Ça, c'est important. Je ne donne pas l'expression, mais voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, c'est très facile. Mais comme il y a toute une démonstration qui vient caractériser en gros toutes les... En fait, le mouvement, c'est quoi? C'est une composante de translation, une composante de rotation, une composante de dilatation, une composante de cisaillement. C'est tout, en fait. Le mouvement, après, tout se mélange en même temps. Et on peut écrire des expressions. On peut écrire des expressions très chiantes, hein, c'est un peu dégueulasse, mais ça se fait bien. Et donc, on arrive enfin à peut simplifier. On peut en fait simplifier cette voilà. Voilà. Donc, on a vu ces mouvements, on a vu comment les quantifier. C'est bien, on est content. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. On a vu le mouvement, très bien. Maintenant, on va voir un petit peu ce que... Donc, on a voulu tout à l'heure nous relier les mouvements des particules, dont on a l'expression maintenant. On a les expressions, on a les taux, on a le DIJ, on connaît. On veut relier ça à des forces qui s'exercent. On comprend bien que lorsque il y a deux types de forces qui vont alors hors la gravité, et d'autres forces qui vont s'exercer sur la particule. Il y a deux types de forces. Alors je mets un guillemet parce que on va plutôt appeler ça des contraintes. D'accord, hein? On va appeler ça des contraintes. C'est quoi? Bah, c'est des contraintes en fait qui vont influencer le mouvement de la particule. Quelles sont ces contraintes? Bah, il y en a deux globalement. Vous avez la pression qui va venir s'exercer sur la particule, hein, qui va avoir tendance, voilà, à appuyer. Et puis, un autre type de contrainte qui va être lié aux déformations de la particule, hein, des forces qui vont déformer la particule, c'est-à-dire, bah, par exemple, provoquer du cisaillement. Quelle est cette force-là? Bah, imaginez, vous avez, pour un peu l'appréhender, vous avez ici un mur. Et vous avez un bloc là de fluide qui est collé au mur. Et il va venir, le bloc qui va venir bouger au niveau du mur. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une contrainte qui va s'exercer sur le bloc et le bloc va avoir tendance à cisailler. Il va avoir tendance à faire ça, vous voyez? S'il bouge. Ce bloc fluide, en fait, sous l'action d'une contrainte, va se déformer. Et donc, cette déformation, on va l'appeler, on va le noter, on va le noter TI. C'est ce qu'on va appeler le vecteur contrainte. En fait, la pression ne dépend pas de l'écoulement du fluide. La pression, ça ne dépend pas
de l'écoulement du fluide. Alors que ça, oui. Puisque comme je vous disais, le fluide il bouge, bah, il y a une contrainte qui va se déformer. Donc ça ne dépend pas. Ça dépend du mouvement du fluide. Hein, ce bloc fluide va bouger, bouge, et sous l'action d'une contrainte va se déformer parce qu'il a bougé. La pression, elle est là. Ah, le bloc, il est là, il bouge pas, la pression elle s'exerce. Parce qu'il bouge. Il bouge. C'est très important. C'est pour ça qu'on différencie les deux. Des contraintes de pression, des contraintes visqueuses. Certes, donc les contraintes de pression ne dépendent pas de l'écoulement du fluide. Les contraintes visqueuses dépendent de l'écoulement du fluide, donc dépendent du mouvement du fluide. Et donc évidemment, donc je vais le renoter ici parce que c'est très important. La pression, ça ne dépend pas de l'écoulement du fluide. La contrainte, si. Qu'est-ce que ça veut dire la contrainte si? Bah, ça veut dire que la contrainte elle est liée au mouvement du fluide et donc forcément, on a vu tout à l'heure que les mouvements c'était dilatation, cisaillement, etc. C'est lié à notre vecteur de déformation qu'on avait noté DJ. Donc pression ne dépend pas de DJ, contrainte dépend de DJ. Alors la question c'est quoi en fait les expressions de cette contrainte qui vont nous intéresser dans la suite? Il y en a deux. Il y a deux expressions. Deux grandes expressions. Donc on a vu contrainte liée à DJ, la question c'est comment? Donc je rappelle l'objectif. Le but du jeu, c'est lier mouvement et force. On a vu mouvement caractérisé par DJ. Force, on a vu du coup pression, qui ne dépend pas de DJ. Et puis on a vu contrainte, qui dépendent de VIJ. De DJ, pardon. Question, quels sont les modèles existants pour relier DJ à cette contrainte? Il y en a deux. Le premier modèle, c'est le fluide idéal. Donc, contrainte qu'on avait notée, je rappelle tout à l'heure, T petit i. Donc c'est une contrainte qui va s'exercer sur le fluide. Le premier modèle, c'est fluide idéal. C'est quoi? Bah, c'est simplement la chose suivante. Alors, on peut donner une expression de ce vecteur contrainte TI. Alors, je vais pas appeler ça TI, pardon. Je vais appeler ça, parce que comme c'est lié à DIJ, on va appeler ça TOIJ. On va appeler T petit i la contrainte totale, la somme des deux. D'accord? Contrainte, pardon, excusez-moi, contrainte totale. C'est quoi? Ben, en gros, ça va être la pression, la contrainte de pression, plus la contrainte visqueuse. Hein, ça, on appelle ça ici contrainte, excusez-moi, visqueuse. Bon, le fluide idéal, ça dit quoi? Le fluide idéal égale visqueux égale à 0. Si un fluide idéal, il n'y a pas de viscosité, donc il reste contrainte totale, c'est la pression. Donc du coup, pas besoin de relier taux IJ à DIJ, il n'y en a pas. Hein, donc en gros, taux IJ égale 0. Facile. Donc on peut donner une expression de la contrainte, c'est simplement la pression. Donc selon une direction I, ça va être quoi? La contrainte, bah, ça va être la pression
Donc en gros, vous avez ici un petit élément de surface. Parce que je vais expliquer le signe moins, mais c'est assez logique. Si vous faites une direction qui sort, bah la contrainte, petit p, elle est vers le bas, quoi. Vous voyez bien qu'il y a un petit signe moins entre les deux. Entre le noir et le rouge, là, vous avez un petit signe. Enfin, c'est pas la même direction, ce qui explique le petit moins. Et c'est dirigé selon la normale, hein, selon la normale. C'est donc cette expression. Voilà, c'est tout con, hein, c'est un vecteur, hein, bien sûr. Cette contrainte, c'est un vecteur qu'on peut projeter. Voilà. Mais donc bon, c'est simple, hein, idéal, visqueux égal à 0. Pas de visqueux. Le second modèle, qui est le plus avancé, vraiment, enfin le plus avancé, c'est celui avec lequel on a vraiment les plus de connaissances et d'habitudes, c'est le modèle newtonien. Le modèle newtonien, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit qu'il y a une relation, linéaire, donc c'est une proportionnalité, entre quoi? Entre taux ij, cette fameuse contrainte visqueuse, et dij. Et cette relation, c'est quoi? C'est simplement, c'est très compliqué, mais c'est un peu dégueulasse, c'est 2 mu. Donc mu c'est quoi? C'est la viscosité, hein. Je rappelle qu'on cherche une contrainte visqueuse. dij, ah bah le voilà, notre petit dij, moins 2 tiers de mu dkk fois un truc qu'on va noter delta ij. Alors, j'explique ce truc-là. Si i égale j, ça fait 1. Sinon, ça fait 0. Voilà. Donc en gros, si vous faites par exemple i égale j égale 1, donc exemple, hein, taux 1, donc c'est la contrainte visqueuse avec l'io-direction x. Pour la première composante, ça sera 2 mu d11 moins 2 tiers de mu d11. Donc ça fait 1 tiers mu d11. Voilà. Bon. Et donc on peut montrer, on montre une expression complète de taux ij. Donc en fait c'est la même chose, mais c'est juste en fait j'ai passé l'analyse des mouvements de fluide, mais c'est pour voilà pour aller plus vite. Ça fait mu, ça fait ensuite la dérivée de vi par rapport à xi, donc c'est la composante i de la vitesse qui va varier selon une autre composante spatiale. Par exemple, la composante x va varier selon y, hein, c'est lié à ce fameux cisaillement, plus dvj sur dxi, là c'est l'inverse, moins 2 tiers de mu divergence de v, on le retrouve ici, delta ij. Voilà, on peut le montrer. C'est pas très intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est plus de voir qu'il y a un lien entre la contrainte visqueuse et les déformations du fluide de type cisaillement, de type dilatation. Alors, une petite aparté sur mu. Mu, c'est la viscosité. Alors, la viscosité, on l'exprime en poids-œil, généralement. Et voici quelques ordres de grandeur. Par exemple, l'eau, c'est 10 moins 3 poids-œil. L'huile de vidange, c'est 0,17 poids-œil. Donc vous voyez bien que l'huile, c'est plus visqueux. Hein. C'est plus visqueux que l'eau. Donc voilà. L'air, c'est encore moins visqueux que l'eau. Hein. L'air, c'est 10-5. C'est très petit. Il n'y a pas de viscosité. Là, c'est un peu visqueux. Là, c'est très visqueux. Et là, c'est un peu, pas du tout visqueux.
Il existe des fluides dits non newtoniens, c'est-à-dire des fluides eh bien, qui ne vérifient pas cette loi linéaire, et on peut par exemple penser au yaourt. Le yaourt au début, quand vous le prenez, il est solide, hein, quand vous sortez un yaourt, et puis vous allez le mélanger, et il va devenir liquide. Donc en fait, il y a un changement de comportement du fluide lié au mouvement, à la mise en mouvement du fluide hein, quand on touille, et du coup ça montre bien que c'est pas du tout linéaire, parce que sinon on aurait quelque chose de plus cohérent. La mousse à raser, c'est pareil. La mousse à raser, quand vous l'avez dans la main, ça fait une espèce de boule. Vous la frottez, ça devient un truc un peu. Et ben ça, pareil, c'est non newtonien. Le dentifrice aussi, c'est exactement la même chose. Le sang est non newtonien, par exemple. C'est-à-dire que le sang, par exemple, doit passer dans des vaisseaux extrêmement petits. Hein, les globules qui sont dans le sang sont plus grosses que certains vaisseaux sanguins dans le bras ou dans le corps. Et du coup, ils sont capables de se rétrécir à fond pour passer. Donc heureusement hein, que eh ben, le sang, hein, c'est non newtonien. Voilà. Donc il me reste 10 minutes pour pour terminer en fait cette session, cette séance. Eh bien, on a en fait notre modèle pour les mouvements, on a notre modèle pour les contraintes visqueuses. Maintenant, on va tout mettre ensemble et ça va nous donner la loi de la dynamique. Donc en fait, c'est vraiment juste de la dérivation. Voilà, donc on a compris le mouvement d'une particule, on a compris la loi de la dynamique, on a compris pardon, le mouvement de la particule, on a compris les contraintes qui s'exercent sur la particule. Maintenant, on va tout mettre ensemble et on va rajouter un peu la gravité quand même, parce que la gravité, elle peut jouer un rôle. Je vais donc donner, moi, la loi de la dynamique telle que on l'écrit. Donc, loi de la dynamique. Donc, la dynamique, je rappelle, hein, on relie. Reliant, en fait, fluide, mouvement et force. Comme on a vu deux modèles pour les contraintes visqueuses, il y a deux lois de la dynamique. Une dans le cas où il n'y a pas de contrainte visqueuse et une plus générale. On va commencer par le premier cas. C'est le cas du fluide idéal. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'équation de l'air. L'équation de l'air, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le mouvement d'une particule, donc là c'est l'accélération d'une particule, c'est égal à la gravité moins la force de pression. D'accord? Donc où gradient de P, c'est quoi? C'est dp sur dx. Donc la pression, hein, voilà, plus dp sur dy. Plus dp sur dz de z. Hein. C'est un vecteur. Gradient de pression. La seconde loi, c'est la loi de Newton. La loi de Navier-Stokes. Donc newtonien. Donc là, c'est Navier-Stokes. C'est fondamental, hein, cette première loi. Donc ça nous dit que l'accélération d'une... Donc en gros, ça nous dit quoi? Ça dit, c'est exactement... C'est comme Newton, hein, c'est l'accélération de la particule. C'est lié à la gravité et aux forces de pression. L'équation de Navier-Stokes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit la chose suivante. Elle nous dit que l'accélération... Bon, l'expression est un peu plus longue. On va voir quoi? On va avoir la gravité, le gradient de pression, donc la force de pression, et puis un terme lié à la viscosité qui va s'écrire mu Laplacien de V plus mu sur 3 gradient de la divergence de V. Alors, on va pas rentrer dans les détails mathématiques de cette équation. Moi, ce que je veux simplement qu'on retienne ici, c'est ça, c'est lié à la viscosité.
c'est la contrainte. Je vais vous montrer dans quelques instants. Maintenant, on a fini la partie très mathématique, hein, mais vous voyez, en fait, on arrive à comprendre qu'on a une accélération, la gravité, la pression et la viscosité. Et donc, on a bien relié mouvement par cette accélération aux contraintes, aux forces qui s'exercent sur le fluide. Super. Voilà, ça, c'est une équation qui paraît très compliquée, mais en fait, en pratique, on va pas. Faut se rassurer, on résout pas ça. Alors, en vrai, quand on fait de la mécanique des fluides numériques, on doit résoudre ces équations, on va les écrire différemment, ces équations lorsqu'on fait de la mécanique des fluides numériques, mais on doit résoudre ces équations, et ça, actuellement, on n'a pas de solution. Hein, il n'existe pas une solution universelle à ces équations, c'est un des problèmes du millénaire, je crois que c'est 1 million si jamais vous trouvez la solution à cette équation. Voilà. Donc c'est Navier-Stokes. Donc loi de la dynamique, on a vu Euler quand c'est idéal, on a vu Navier-Stokes quand ça ne l'est pas. Donc on va faire deux petites applications intéressantes, selon moi, qui mathématiquement sont pas très compliquées, mais qui, moi je trouve, montrent un peu la force de ces équations. Et on va parler de la lave. Donc ça c'est un exercice, hein, donc c'est la dernière partie de notre cours aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'avec ce qu'on a, on est capable de savoir, est-on capable de savoir à quelle vitesse de la lave s'écoule Est-on capable de savoir à quelle vitesse de la lave s'écoule? C'est quand même pas rien comme question. C'est même une question pas facile du tout à répondre, cette question, et la réponse est, bah, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, oui, on peut. Alors évidemment, avec des hypothèses simples, mais oui, on peut. Ça c'est cool, comme ça en soirée, vous allez pouvoir vous la péter en disant, moi je suis capable de le savoir. Alors comment on va faire? Pour ça, on va faire des hypothèses évidemment, parce qu'on peut pas résoudre des équations simples comme ça, mais quand même, on va réfléchir. On va considérer du coup une couche de lave. Donc on a une petite pente ici, une pente comme ça. C'est une montagne, la lave elle descend, voilà, elle va descendre. Donc on va mettre un petit parpaing de lave. Un petit parpaing de lave comme ça. Donc on va se donner, je dirais, un peu de géométrie. Donc on va mettre ici un axe qu'on va appeler Z, un axe X, un angle θ. On se dit sur notre petit modèle que ici, en haut, donc en haut c'est l'air, on est à la pression ambiante, on est à 1 bar, quoi, vous voyez, enfin normal. Euh, ce... Je surveille le temps, 58, très bien. Ça c'est de la lave. Quelles sont les hypothèses? On va supposer un écoulement. Hypothèse. On va supposer un écoulement 1D stationnaire. On va supposer le fluide newtonien. Donc là, ça veut dire maintenant newtonien, viscosité, relation linéaire, équation compliquée. Et on va supposer que la vitesse petit v de ce parpaing qu'on va essayer de déterminer ensemble ne dépend que de z. En fait, c'est la même distribution de vitesse selon x, mais elle va varier selon z, ce parpaing. Tout bouge en même temps, mais au sein du parpaing, il y a des zones qui vont aller plus vite, évidemment. Hein, et ça va être dirigé selon EX. X. D'accord? C'est des hypothèses qu'on fait. Eh bien, voilà.
Donc imaginez, vous êtes ingénieur en géothermie, voilà, une simulation, enfin, il y a besoin d'estimer rapidement la vitesse de ce parpaing de lave qui est en train de s'écouler, en moyenne, hein. Donc on va voir comment on va faire. Voilà. On nous dit également qu'en haut, hein, donc en haut du parpaing, euh, donc ce parpaing il a une hauteur petit h, d'accord? En petit h, donc z égale h, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte visqueuse parce qu'on a vu tout à l'heure que l'air était très peu visqueux. On a vu c'était 10-5 poisoy, donc pas de problème. Et ben c'est parti. Là c'est un vrai problème de mécanique des fluides qu'on doit résoudre. Let's go, on a 5 minutes. Premièrement, on va écrire le bilan de masse. Et oui, car le bilan de masse, il est important, ce bilan de masse. Il faut toujours l'écrire en premier. Ce bilan de masse, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la dérivée de la masse volumique de notre pavé plus la vitesse, j'ai un peu vite en besogne, la divergence de ρ v est égale à 0. Et également, je lui ai de rajouter une hypothèse, c'est incompressible. Évidemment, c'est des hypothèses simplificatrices, mais on a besoin de se donner des hypothèses. Alors, comment simplifier ça? On sait déjà que stationnaire, ça nous vire toutes les dépendances en temps. Ça, on est content parce que c'est chiant le temps. Second point, on nous dit incompressible. Donc incompressible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ρ est une constante. Et donc, comme c'est une dérivée, ce truc-là, c'est une dérivée, et on peut le sortir de la dérivée. Et qu'est-ce qui va nous rester? Alors, on peut garder, bien sûr, hein, ceci égale à 0, mais comme ρ est constant, c'est pareil que divergence de v, donc la variation. En gros, si la vitesse, si un truc est constant, deux fois quelque chose ou ce quelque chose, si c'est égal à 0, alors c'est que la variation du quelque chose est égale à 0. D'accord? Si la variation de ρ, qui est un truc égal à constant, ça fait 0, alors forcément c'est la variation de l'objet qui lui n'est pas constant qui est égal à 0. D'accord? Donc ça c'est un point très important. Ok? Donc maintenant on va réécrire l'équation qu'on a vue juste avant avec les hypothèses ici. Pardon. Donc on s'est dit tout à l'heure que le bilan, donc ce qu'on appelle le bilan de la dynamique, hein, enfin en gros c'est Navier-Stokes, hein, c'est le principe fondamental de la dynamique. Qu'est-ce qu'on s'était dit? Donc on ne sait pas trop l'équation, mais c'est pas grave, on va essayer de se rappeler. On sait que l'accélération c'est égal à la gravité, aux forces de pression, et puis un terme en mu laplacien de V que je vais expliciter juste après, vous allez voir c'est très très facile à calculer, plus un truc en mu sur 3, ça, hop là. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est en permanent, donc ça dégage. Ça, on est content, le terme à gauche, on s'en bat les couilles, il dégage. Ce terme-là, il fait 0. Il fait 0 parce qu'on l'a vu juste là. Donc ce terme dégueulasse qu'on ne sait pas calculer, il dégage. On est très content. Donc finalement, le bilan de la dynamique se résume à quoi? Il se résume à gradient de pression égale ρg plus mu, ce truc-là qu'on va voir comment on calcule.
ça c'est très fort. On a déjà viré plein de bordel et on a une équation beaucoup plus simple. Comment est-ce qu'on va faire? Bah, on va maintenant, c'est une équation qui est vectorielle, c'est-à-dire qu'elle dépend, hein, vous voyez qu'il y a des petites flèches. On va essayer de les virer, ces flèches, pour n'obtenir que les composantes qui nous intéressent. Les deux composantes qui nous intéressent dans ce problème, c'est quoi? Pardon, c'est x, qui est dans la direction de la coulée de lave, et puis z, qui est dans la direction perpendiculaire. Donc là, qu'est-ce que vont nous donner ces projections? Donc on va maintenant projeter cette équation sur la direction des x. Et là, en fait, donc là, on utilise des formulaires pour calculer ça. Enfin, pour écrire ça, en fait, selon les coordonnées, et puis ne garder que la coordonnée qui nous intéresse, on va utiliser des formulaires. Le formulaire ici va nous donner, donc selon x, donc ça va donner quoi? Ben, ça va nous donner, donc ça c'est un gradient, donc en fait ça va être dp, c'est la variation. Donc pareil, formulaire. Boum, formulaire pour avoir ça. Ça va nous donner la variation de la pression selon x. Je regarde le temps, ouais, ça fait à peu près même pas une heure qu'on y est encore, on avait dû attendre peut-être 5-10 minutes, donc on a encore quelques minutes. Là est égal à quoi? Est égal en gros à la composante de la gravité selon l'axe x. Alors faire attention, pourquoi? Parce que là, vous voyez, vous avez une pente. Et la gravité, elle est comme ça. Et l'axe x, il est comme ça. Et donc c'est pas exactement la gravité exactement, c'est gravité corrigée. On fait un peu de trigonométrie, ça c'est pas très important, l'idée c'est pas de passer trop de temps dessus, mais c'est en gros G sinus θ. Voilà, c'est le sinus, cours de trigonométrie, une petite projection. Super, donc il va rester G sinus θ, on est très content. Et ce terme là, on va on balance, on, on balance pardon le formulaire. Et il vient oui, pardon, il vient mu dérivée de V au carré, enfin voilà, dérivée double de V, pardon. Coucou Mister Goku, comme d'hab, je suis que dalle, mais pas grave, c'est MTC. Il faut voir le premier cours, parce qu'on a tout expliqué, on explique tout de zéro, par en gros, c'est un formulaire. Voilà. Alors, j'ai fait une grosse erreur dans le truc, je vais y revenir à la fin. On a fait une hypothèse qui était que comme c'est permanent, la dérivée, l'accélération est égale à 0. C'est complètement faux, et je fais une aparté tout de suite. En fait, permanent, ça nous dit que la dérivée à une position fixée est égale à 0 du temps, mais pas que la dérivée totale est égale à 0. On peut imaginer évidemment une conduite où en tout point c'est tout le temps la même vitesse, mais l'écoulement il bouge. Là, c'est une particularité de l'exercice, j'y reviens tout de suite. La définition de la dérivée dv sur dt, on l'a vu en début du cours, on avait fait le rappel par rapport à la dernière fois, c'était ρ, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui ça fait 0, plus v, gradient de v. Et ça, on peut l'écrire comment? On peut l'écrire vx dvx sur dx, c'est la même chose, plus dy vy sur dy, plus vz dvz sur dz. Et regardez tout à l'heure, l'expression de la vitesse, elle est là-haut. Donc on voit que la vitesse dépend, donc elle est selon la composante x, donc vz, vy n'existe pas, on s'en bat les couilles. Par contre, la composante selon x, qui est en fait ici v de z, ne dépend pas de x, et donc ça fait 0. Et donc on retrouve bien dans ce cas très particulier, on retrouve dans ce cas très particulier ce que je dis juste avant. Bon, bref, c'est pas très intéressant. Mais je voulais préciser. Coucou Zoub, comment vas-tu? Yo, quoi te fait stream? C'est le deuxième cours de mécanique des fluides. Sur YouTube, il y a le premier cours. Et alors là, c'est peut-être le cours le plus compliqué parce qu'après, on va aller voir des trucs beaucoup plus simples et beaucoup plus stylax. Et là, on est en train de calculer la vitesse que de la lave. En gros, la vitesse à laquelle un pavé de lave s'écoule dans une pente. C'est quand même assez stylé. Voilà. Bon, j'ai fini cet aparté. En gros, on a cette première équation. Et en fait, bon,
on passe les calculs, hein, mais on peut montrer. Voilà, parce qu'après, on va y passer 20 ans. Moi, j'ai fait les calculs. On montre que la vitesse de ce pavé, c'est ρg sinus θ sur 2 mu 2h moins z. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit en fait qu'on a un profil qui est parabolique, c'est-à-dire en fait que notre pavé, si on faisait une coupe de la lave comme ceci, donc la lave elle descend, en fait on aurait quoi? On aurait ici une vitesse nulle, et on aurait un profil parabolique comme ça. Ça c'est plutôt cool en vrai. Donc on est capable de connaître le profil à l'intérieur d'une lave qui s'écoule, c'est quand même pas rien. Alors comment fait-on pour trouver le débit moyen? Là c'est des maths, hein. Là faut se taper des vieilles maths. Mais on est capable, hein. On résout, on fait des maths, on trouve. Comment trouve-t-on notre vitesse moyenne? Eh ben, si on prend le débit, en fait la vitesse moyenne c'est quoi? Ce qu'on cherche, c'est le débit Q divisé par la surface. Hein, si admettons le pavé, hein, il a une certaine largeur, bah, c'est le débit qui passe dans ce pavé divisé par la section, ça fait la vitesse moyenne. Et ça on peut montrer. Pareil, donc on calcule, hein, le débit, donc en fait on fait un peu de maths pour résoudre ça, et on trouve que la vitesse moyenne, donc j'ai l'expression exacte, c'est, je l'ai calculé tout à l'heure, c'est ρgh carré sinus θ sur 3 mu. Alors qu'est-ce que ça? Bon. Oh, ça en bat les couilles. Bah, regardons qu'est-ce qui se passe. C'est con ce que je vais faire, mais regardons qu'est-ce qui se passe. 28 ans, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Sous 70 ans, c'est pas vieux. Bah, si θ égale 0, si θ égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, vous êtes sur du plat. Hein, ça veut dire on est sur du plat. Puisque l'angle, c'est l'angle que fait la pente. Donc si θ égale à 0, bah, vous êtes sur du plat. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que la vitesse moyenne est égale à 0. Incroyable. Un pavé de lave qui ne bouge pas, ne bouge pas. Ça paraît con, mais c'est super important. Ça veut dire qu'on n'a pas fait de la merde, vous voyez? Ça, c'est très important de vérifier ça quand on fait de la physique. Si θ est égal à 90 degrés, voilà, ça veut dire que carrément, ton pavé de lave, il est comme ça. Bah, ça va être la vitesse maximale. Hein, le pavé de lave, il va faire comme ça. Et sa vitesse, ben, on l'a ici, ça sera la Vmax. Ça sera ρ JH carré sur 3 mu. J'ai 29 ans depuis 5 ans, ça c'est bien dit. Ça c'est toujours son anniversaire à Zoop. Et voilà. Et donc, voilà, j'ai pas. Alors on peut trouver les paramètres de la lave. Hein. Alors là j'ai les paramètres, un truc un peu proche. On peut montrer que ça fait à peu près. Alors là j'ai. Ce qui est intéressant, pardon, ce qui est peut-être même assez incroyable, ça dépend pas de la masse du pavé. Pas vraiment. Ça dépend de la hauteur du pavé, mais ça dépend pas de la masse du pavé. Ça dépend un peu, mais il y a pas, enfin, la masse n'est pas explicitement indiquée. Ça c'est assez fort. Et tu vois, on dit pas le truc fait 40 kg. Alors par exemple, j'avais pour 1 mm, alors là c'est vraiment pas beaucoup, hein, 1 mm de tout petit. Alors c'était de la glycérine, hein, donc c'est très visqueux. C'est à peu près 0,61 mm par seconde. Si on trouvait eh bien, les expressions les expressions pardon, de la viscosité de la lave, on peut la trouver, on pourrait faire le calcul, ça c'est valable quel que soit le modèle. Donc vous voyez qu'avec juste des petites équations, on est capable de faire des trucs très stylés et très utiles. On a besoin parfois avant de faire des... Par exemple, voilà, on se dit, on va faire un glissement de terrain, enfin une pente pour une maison, pour quelque chose, il faut calculer ces vitesses-là pour être capable de se dire, bah, s'il y a un problème, notamment dans les îles, bah, qu'on puisse évacuer les gens rapidement. Si vous faites n'importe quoi, vous pouvez pas évacuer les gens, c'est la sauce. Voilà, hein, ça wipe. Ça wipe IRL. Alors deuxième application, je vais aller très vite. C'est une application qui est très importante. Je vais pas démontrer tout le calcul, mais ça se fait. C'est les tuyaux.
on est capable, donc si on prend un point A et un point B, on est capable d'évaluer ce qu'on appelle la perte de charge. C'est une quantité qui est fondamentale en hydraulique, en tuyauterie, en plomberie, en tout ce que vous voulez. La perte de charge, c'est ce qui permet aux chiottes de fonctionner, aux siphons de fonctionner. S'il n'y a pas de perte de charge, il n'y a pas de siphon parce qu'il n'y a pas de vitesse qui va être créée, on va le voir tout de suite. Pour tout en fait, c'est super important. Donc ça, on peut se taper les équations comme on a fait tout à l'heure, ça fonctionne et on trouve 8 mu VB, donc une vitesse moyenne, la longueur du tuyau divisé par R carré. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que s'il y a variation de pression, il y a de la vitesse. Et inversement. Et ça, c'est une loi qui s'appelle la loi de Poiseuille. Hein, et elle est ultra importante parce qu'en fait, grâce à ces lois-là, on est capable de calculer des vitesses dans les tuyaux. Et ça, c'est super important. En fait, on va simplement mettre dans les tuyaux, par exemple, dans les canalisations de biométhane, dans les canalisations de gaz, on va foutre un manomètre qui va mesurer la pression là et la pression là, sur un tuyau horizontal, bien sûr. On ne parle pas encore de pente, on verra les pentes au prochain cours. On verra le cas des pentes au prochain cours et des aspérités, etc. au prochain cours. On est capable, donc juste on mesure la différence de pression, on connaît la longueur du tuyau, on connaît le rayon du tuyau, on peut trouver la vitesse de l'écoulement qui s'y passe. Et ça, c'est super important de connaître les vitesses parce que c'est des débits de gaz qui arrivent, faut pas que ça aille trop vite, faut pas que ça aille trop lentement, pas trop vite. Et donc ça, c'est super important. L'avantage, c'est que foutre un manomètre en un point A et un point B, c'est assez facile. Foutre une sonde pour mesurer la vitesse quand ça va très vite, c'est plus compliqué. Et donc ça, en fait, on peut trouver hein, ces trucs-là juste avec les équations qu'on a trouvées. Et ces équations sont à la base de toute la mécanique des fluides numériques. Moi, ça fait 10 ans que j'en fais maintenant, donc ça m'a permis de simuler des moteurs d'avion, ça m'a permis de simuler des rentrées, des navettes atmosphériques. Alors, il faut savoir que pour les rentrées atmosphériques, c'est les équations de l'air qu'on veut utiliser, et non pas les équations de Navier-Stokes, donc pas rien. Ça a permis de faire plein de choses très stylées, et voilà, ça part de ces équations-là. Ça part de cette équation de Navier-Stokes, ça part de ce bilan de masse, on fait tout à partir de ça, et c'est super en fait. Voilà. Et là, on a vraiment les outils pour tout résoudre. On a été capable en 1 heure d'exprimer ce qu'une particule fluide, quelle qu'elle soit, subit. Et comment on a pu trouver une loi. Hein, c'est une loi qu'on dit phénoménologique. Il y a pas. C'est partir de constats physiques, dilatation, etc. On est capable de le faire. Et ça, c'est quand même assez stylé. Et maintenant, vous êtes capable de le faire, surtout si vous voyez le replay des 2 premières vidéos, n'est-ce pas? Et on va aller très loin. Alors, pour finir sur cette petite leçon, c'est des équations qui sont très difficiles à résoudre. Moi, je dilate sur mon évoqueur. Exactement, tu peux dilater sur ton évoqueur. C'est des équations qui sont très compliquées. C'est des équations qui sont irrésolvables en pratique. Ce sont des équations qu'on ne peut pas faire à la main. On l'a vu, on a fait des hypothèses, un D, machin, etc. Mais en mécanique des fluides, numérique, on peut les résoudre approximativement. Et ça, c'est la base de la CFD. Alors, je vais pas rentrer encore dans le détail, mais simplement, il faut savoir qu'on ne résout pas ces équations telles quelles en mécanique des fluides. Hein. Donc, si on met la réalité, enfin la réalité, je m'entends, c'est par exemple le gradient de pression. Hein, voilà, on l'avait écrit comme ça. Et ben en fait, en mécanique numérique, on va en fait faire un maillage, un pavé, et donc on va dire bah là ça c'est la pression au point X, d'accord? Et bah ça, on sait que c'est la variation de pression selon X. Et bah du coup, là on va calculer la pression au point X plus 1, puisqu'on a avancé de 1.
Et donc, on pourrait écrire que la variation de pression, c'est à peu près, c'est pas égal, c'est à peu près égal à la pression en x plus 1 moins la pression en x divisé par le petit écart. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais ça montre qu'on est... Et on fait ça avec tous les termes. Tous les termes. Très compliqué, on peut tout faire comme ça, et ça permet de résoudre les équations de la mécanique qu'on a vues de manière approchée numériquement, et c'est comme ça qu'on fait. Voilà pour ce deuxième cours. Je pense que j'ai tenu 1h15, voilà, mais l'enregistrement a bien duré 1 heure, donc je suis très content d'avoir réussi d'avoir tenu l'heure comme prévu et pas d'avoir trop débordé. Je vais couper le live YouTube, donc à bientôt YouTube.